Alors pourquoi investir dans l'immobilier, s'embêter avec des locataires, prendre des risques, s'endetter sur 15, 20 ou même 25 ans si en attendant l'âge de 62 ans, tout tombe dans l'assiette pour les 25 prochaines années? Le problème, c'est que ce modèle ne fonctionne plus. Et le drame, c'est que personne n'a jamais osé vous le dire. Votre système de retraite est en faillite. Alors les conséquences, elles sont dramatiques. Si vous n'avez pas préparé votre retraite, ou que vos enfants ne sont pas assez riches pour vous faire vivre, il y aura des problèmes. Dans ce module, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est ce qu'il faut absolument savoir sur votre système de retraite et qu'on vous ne dira jamais. Alors ce qu'on va voir dans la première partie, c'est comment fonctionne notre système de retraite en détail. Dans la deuxième partie, on verra combien vous aurez exactement à la retraite en fonction de votre âge, de votre catégorie socio-professionnelle. Dans la troisième partie, on verra que le système est en quasi-faillite. Donc là, on aura les chiffres et voilà, on expliquera exactement pourquoi. Dans la quatrième partie, nous verrons toutes les réformes qui sont nécessaires à l'équilibre du système, tout simplement pour qu'il survive, et l'impact de ces réformes sur vos revenus futurs. Et enfin, dans la cinquième partie, on verra les scénarios les plus probables pour votre retraite, et donc comment s'y préparer. Donc comment fonctionne actuellement notre système de retraite par répartition? Donc c'est tout simple, il y a une masse de cotisants, donc tous les gens qui sont au travail, et qui doivent payer pour une masse de retraités. Donc si le système de retraite est à l'équilibre, on dit que les prestations sont égales aux cotisations. Donc les cotisations, c'est le taux de cotisation, fois le revenu moyen des cotisants, fois le nombre de cotisants. Et les prestations, c'est égal aux pensions moyennes fois le nombre de retraités. Donc il y a un élément qu'on n'a pas mis dans l'équation, c'est tout simplement le coût du système. Donc aujourd'hui, on peut estimer qu'il est autour de 20%. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire tourner ce système, en fait, il va falloir aussi prélever un pourcentage de ce montant-là. Donc c'est-à-dire que les cotisants vont devoir non seulement payer les prestations, mais en plus faire tourner le système. Donc si on regarde ce qui se passe aujourd'hui du côté des prestations, on voit que les pensions de retraite sont relativement élevées, tout simplement parce que les personnes qui arrivent aujourd'hui à la retraite ont subi des hausses de salaire durant les années 80-90, essentiellement dues à l'inflation. Le nombre de retraités, lui, comme on le sait, il augmente énormément. Par contre, du côté des cotisations, le taux de cotisation, lui, est relativement stable, il a tendance un petit peu à augmenter. Par contre, les salaires des cotisants, lui, ils stagnent depuis pas mal de temps. Ça doit faire à peu près une vingtaine d'années, 15-20 ans, que les salaires n'augmentent pas tant que ça. Le nombre de cotisants, lui, comme on le verra, il a tendance pas mal à diminuer. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'équilibre doit être respecté à tout moment. C'est-à-dire que les prestations doivent être égales aux cotisations. Alors combien aurez-vous à la retraite en théorie? Alors pour ça, on a repris deux études qui ont été publiées par Capital, dans le numéro 230 de novembre 2010 et le numéro 261 de juin 2013. Vous pouvez encore les retrouver directement sur Internet. Maintenant, Capital, chaque année, essaie de sortir un numéro spécial justement pour mettre au point, revenir sur les réformes de retraite et quel est l'impact de ces réformes de retraite. Alors, c'est tout simple. Si on regarde les graphiques ici, on voit que selon les catégories, le salaire moyen effectivement n'est pas le même. C'est-à-dire qu'en fait, un employé, un commerçant, un fonctionnaire, un cadre, un consultant n'ont pas du tout les mêmes salaires. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que le taux de remplacement, c'est le chiffre qui est en blanc ici, est très très variable. Le taux de remplacement, c'est en fait la différence entre le salaire net de fin d'activité et la pension nette totale. En gros, si on prend cet exemple, on voit que un employé qui gagne en moyenne 29 600 € va toucher à la retraite 19 300 à peu près. Donc ça lui fait un taux de remplacement qui est relativement intéressant parce qu'on est à 65,1%. Si on regarde les fonctionnaires, on voit que les fonctionnaires sont à un taux de remplacement à 60,1, ce qui est quand même pas mal.
Par contre, il y a des catégories qui sont un petit peu lésées, c'est-à-dire qu'un consultant qui gagne 67 200 € en activité va toucher 12 500 € en retraite. Donc c'est-à-dire que le taux de remplacement ici est de 18,7%. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, savoir pourquoi c'est aussi peu pour un consultant et autant pour un employé. Voilà, je pense que il y a plusieurs paramètres. Il y a certes le taux de cotisation qui n'est pas identique, mais il existe aussi beaucoup de différences entre les différents régimes de retraite. Donc pour utiliser ce tableau, c'est tout simple. On va prendre le cas d'Antoine, qui est un cadre qui a gagné comme dernier salaire 50 000 €. On va prendre le taux de remplacement des cadres, qui est à 46,9 ici, et on va multiplier 50 000 € par 46,9. Donc ça vous donne un montant approximatif de la pension qui est ici de 23 450 €. Donc je vous laisse regarder ce tableau, ça va vous permettre de savoir dans quelle catégorie vous vous placez. Donc quand on regarde la dernière étude qu'a fait Capital, on voit tout simplement que le taux de remplacement n'est pas le même si on a moins de 40 ans ou si on est proche de la retraite. Donc si on reprend notre exemple d'Antoine, lui aujourd'hui il a 52 ans. Donc son dernier salaire il va être estimé autour de 50 000 €. Donc là on a un taux de remplacement à 49,7%. Donc sa pension estimée va être de 24 850 €. Donc vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et puis tout simplement calculer votre pension estimée à la retraite. Alors le taux de remplacement par catégorie, évidemment, pour les moins de 40 ans est très différent. Vous voyez qu'ici, les cadres sup sont à 32%, les employés 65%, les consultants, comme on a vu tout à l'heure, à 18,7%, ce qui est vraiment très peu, les avocats à 22,6%, et on voit qu'on n'est pas tous mangés à la même sauce. Donc là, on voit que la perte de revenus pour les fonctionnaires est de l'ordre de 35 à 40%, et de l'autre côté du spectre, pour les consultants et les cadres dirigeants, on atteint 75 à 82%. Donc on voit que la retraite devient très douloureuse pour beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une perte de pouvoir d'achat significative. Alors là, en fait, on a un tableau qui résume les retraites moyennes en France. On voit qu'il y a une grosse disparité, c'est-à-dire que les fonctionnaires d'État touchent aujourd'hui 2127 €, et à l'autre côté du spectre, on voit que les commerçants sont à 543 €. Donc ça fait quand même une sacrée différence entre toutes les catégories. Alors pourquoi le système est en quasi faillite ? Dans les années 45-50, on avait une pyramide des âges qui était relativement bien uniforme, tout simplement parce qu'on avait beaucoup de naissances et que la guerre a été passée par là. Donc la démographie était très différente dans les années 50 que celle des années 2015, 2020, etc. Donc on voit qu'il y a une déformation du haut de la pyramide. Alors je vous ai préparé une petite vidéo qui a été faite grâce à des images successives faites sur le site de l'INSEE. Et on voit tout simplement, en vert, la partie basse, c'est les jeunes. On voit que l'âge de démarrage, l'âge du premier job a augmenté avec le temps. On voit aussi que l'âge de la retraite, qui était à 65 ans au départ, a baissé progressivement jusqu'à 59 ans. Et on va tout simplement voir l'évolution de cette pyramide des âges avec le temps. Donc on démarre en 1920 et on arrive en 2060. Voilà, là je la fais défiler, vous voyez, c'est très simple. Nous sommes partis en 1920 et nous arrivons en 2060. C'est une simulation qui est proposée par l'INSEE sur son site, vous pouvez tous y accéder. Et donc ici, on a la possibilité de mettre des tranches d'âge. Donc vous voyez en vert, c'est la tranche d'âge des jeunes, tout simplement ceux qui ne sont pas en âge de travailler, avec l'âge moyen. On voit que l'âge moyen finalement va démarrer relativement bas et plus le temps va passer et vous verrez que plus l'âge moyen de premier travail est tardif. Voilà, ce qui posera aussi quelques petits problèmes. Et en haut, donc la partie orange, c'est les retraités, les actifs étant en jaune. Voilà, donc là, vous voyez aussi que la frontière, au fur et à mesure du temps, risque de baisser, tout simplement. L'âge légal de départ à la retraite était à 65 ans, il a été abaissé à 60 ans.
Normalement, si on est cohérent avec cette simulation, on devrait repasser à 65 ans en très peu de temps. Voilà. Années 40-45, là, on entre dans le marché du travail à 17 ans. Voilà. Et donc, l'âge de départ à la retraite effectif, hein, il n'y a pas réellement d'âge légal. Lui, il va diminuer très progressivement. Et l'âge de rentrée sur le marché du travail, lui, va augmenter. Alors vous voyez bien que la proportion du nombre de retraités augmente fortement, celle du nombre de jeunes augmente légèrement, et donc la population active finalement, elle a tendance un peu à diminuer. Alors ce qu'on voit, c'est tout simple, c'est que le nombre de cotisants, lui, chute de manière impressionnante, et le nombre de retraités, évidemment, lui, il augmente de manière exponentielle. Alors dans ce graphique, c'est tout simple, on va regarder le pourcentage d'actifs travaillants, de chômeurs, de jeunes et de retraités en fonction du temps. Donc la ligne rouge, c'est aujourd'hui. Donc on part de 1920 et on arrive à 2060. Donc on voit que le nombre d'actifs travaillants diminue de manière drastique. On voit que le nombre de jeunes, lui, est relativement stable autour de, je dirais, 21 à 30% en fonction des périodes. Le nombre de chômeurs, lui, il a pas mal augmenté, c'est-à-dire qu'il était autour de 2-3% au tout début du XXe siècle, pour être aujourd'hui autour de 10%. Et donc le nombre de retraités, on voit bien qu'il était à 5% de la population. En 2060, on sera à 35% de la population. Donc si on regarde la situation à fin 2014, on est toujours sur l'équation prestation égale cotisation. Donc les pensions moyennes, aujourd'hui, elles sont à 1256 euros, x 12, parce que ça c'est par mois. Et on a un nombre de retraités en 2014 de 15 750 000. Donc là, on va calculer le taux de cotisation qu'il faudrait aujourd'hui pour pouvoir, je dirais, être neutre et même on ne prend pas du tout en considération le coût du système. Donc aujourd'hui, les salaires moyens des cotisants, c'est 2410 euros, donc x 12, et on a 27 540 000 cotisants. Donc le taux de cotisation retraite minimum en 2014 doit être de 29,8%, sans tenir compte du coût de traitement et de fonctionnement du système, et surtout sans tenir compte du chômage. Donc si on prend la même situation en 2030, on reprend des pensions moyennes à 1256 euros, on aura un nombre de retraités de 20 580 000, on va prendre le même salaire moyen, et on aura 26 570 000 cotisants. Donc le taux de cotisation minimum pour 2030 doit être de 40,4% pour que le système fonctionne. Et là encore, on ne prend pas du tout en compte le coût du traitement, du fonctionnement, et ni même le fait qu'il y ait à peu près 10% de chômeurs. La réalité aujourd'hui, c'est que le taux de cotisation retraite des fonctionnaires est environ de 14%. Le taux de cotisation des professions libérales est de 25,8%. Le taux de cotisation de retraite des artisans commerçants est de 24,2%. Pour les cadres, c'est 23% à peu près. Donc le taux de cotisation retraite minimum, on le rappelle, c'était normalement 29%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà en énorme déficit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est très loin des 29,8% qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système. Tout ça sans même tenir compte du coût de traitement. Alors, le nombre de retraités, lui, il explose. C'est tout simple. On prend le ratio actif sur retraité et on voit qu'il s'effondre. Il était à 13 en 1920. Aujourd'hui, on est plutôt à 1,7 et en 2060, on arrivera à 1. Le problème, c'est que, en fait, ce qui est important, c'est pas forcément le ratio actif sur retraité, c'est tout simplement le ratio actif sur inactif. Les inactifs, ça va être les retraités, les chômeurs et les jeunes. Et donc si on regarde ce ratio en 2014, on voit qu'on a un ratio de 0,73, c'est-à-dire qu'on a à peu près 4 actifs pour 5 inactifs. En 2014, on a beaucoup plus d'inactifs que d'actifs. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? C'est tout simple, on voit que le nombre d'inactifs explose depuis les années 50. On avait à peu près dans les années 50 15 millions d'inactifs et aujourd'hui on arrive à peu près à 37 millions. En 2060, on arrivera à peu près à 42-43 millions. Donc ça veut dire qu'en 2060, on aura 2 actifs pour 3 inactifs. Donc ça c'est important d'avoir ça en tête, tout simplement parce qu'au niveau démographique, ça a une incidence très forte sur le versement des pensions.
Alors, quelle est la situation en 2014 hein? Pour avoir une image un petit peu plus fidèle de la réalité, on a pris sur un panel de 1000 personnes, on a 430 personnes qui sont actifs et qui travaillent, on a 48 chômeurs, on a 276 jeunes, on a 246 retraités. Si on regarde la situation en 2040, on voit que le nombre d'actifs descend à 387 personnes sur 1000. Hein. Le nombre de chômeurs, si on estime qu'il sera à peu près toujours proportionnel, on aura 43 chômeurs. Donc là, on aura une bonne nouvelle, c'est qu'on aura moins de chômeurs. Et c'est tout simplement qu'on a moins de personnes actives au travail aussi. Donc le nombre d'actifs va baisser de 10%, le nombre de chômeurs aussi, donc c'est une bonne nouvelle. Le nombre de jeunes, lui, va baisser de 15%, tout simplement parce que la population vieillit et donc les couples qui sont à la retraite ne font plus d'enfants. Et le nombre de retraités, lui, va augmenter de 35%. Donc on aura à peu près un tiers de la population en 2040 qui sera retraitée. Donc là, on voit l'évolution de la proportion entre les actifs, les chômeurs, les jeunes et les retraités. Et on voit que le nombre de retraités a augmenté, a été multiplié par 6. On a 2 fois moins à peu près d'actifs travaillants. Le nombre de chômeurs, lui, est beaucoup plus élevé évidemment que les années 20. Et en fait, on voit que le nombre de jeunes, lui, il n'a pas beaucoup bougé. Donc l'Institut Montaigne, lui, a fait tout simplement une étude, un classement européen, et on s'aperçoit qu'on est tout à fait en bas du classement quand on parle du ratio population active sur population retraitée. C'est-à-dire qu'en fait, on a laissé partir nos retraités bien trop jeunes par rapport à ce qu'on aurait dû, en tout cas par rapport à la moyenne européenne. Alors, quelles sont les réformes nécessaires à l'équilibre et surtout quel impact ces réformes auront sur vos revenus futurs? Alors, quelles sont les réformes qui sont nécessaires? Tout simplement, on va devoir augmenter les cotisations, augmenter les impôts, augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc aujourd'hui, on est à 62 ans, on était à 60 ans il y a quelques années, on va certainement arriver à 65 voire 70 ans. Du côté des retraités, les pensions vont forcément baisser, ça c'est une certitude, et les impôts des retraités vont augmenter également. Alors si on regarde les préconisations du COR, le comité d'orientation des retraites, pour 2050, il faudrait augmenter les cotisations de 38,6%. Augmenter les impôts, ça on en parle, je dirais, c'est déjà fait. Et il préconise aussi que l'âge de départ soit mis à 71,6%. Et les pensions devraient, selon le COR encore une fois, baisser de 36%. Donc voilà, ça c'est ce que le COR préconise aujourd'hui pour 2050. Alors quels sont les scénarios les plus probables pour votre retraite? Alors le premier scénario qu'on a pris, c'est tout simplement une hausse des cotisations et une baisse des pensions. Donc dans ce scénario-là, en fait, on aura une augmentation de l'âge de départ à 65 puis 67 et éventuellement au-delà. Le COR, lui, préconisait 71,6. On aurait également une augmentation de la durée de cotisation à 44 puis 45 ans. On aurait une diminution importante des pensions de 30 à 40%. Un arrêt des indexations sur l'inflation, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait une perte de pouvoir d'achat sans vraiment le savoir. En gros, aujourd'hui, 1 200 € comme retraite, c'est parfait. D'ici 20 ans, peut-être que c'est pas terrible. Ce qu'il faut voir, c'est que certaines personnes qui sont parties en retraite dans les années 80, aujourd'hui, sont autour de 400, 500 €. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup peuvent survivre avec 400 ou 500 €. Tout va dépendre de savoir si vous avez investi, si vous avez une retraite complémentaire, si vous avez de l'immobilier ou pas. On aura également une augmentation de la pression fiscale, y compris pour les retraités. Donc ça, c'est déjà, je dirais, démarré. Et surtout, un nivellement des pensions les plus hautes. C'est-à-dire que pour ceux qui sont, selon l'État, les plus favorisés, donc qui auraient des retraites autour de 2000, 2005, voire 3000, je crois qu'on ne dépasse pas vraiment 3000. À ce moment-là, on aurait forcément un haircut, donc c'est tout simplement, on va prendre 20, 30 ou 40% de ce montant-là pour le redistribuer. Donc dans le deuxième scénario, on va parier sur une reprise marquée de l'inflation. C'est un peu le pari des politiques aujourd'hui, de laisser partir l'inflation, de tout faire pour qu'il y en ait, de telle sorte que ça rembourse les dettes et que ça permette
tout simplement de pouvoir payer les retraités. Le scénario est tout simple, on a une reprise de l'inflation, donc ce qui fait une stagnation, une baisse des pensions mécaniquement, et donc le pouvoir d'achat, lui, il baisse fortement pour les retraités. Donc dans le troisième scénario, on aurait une ouverture à la concurrence de la santé et de la retraite. Donc c'est un sujet qui est très chaud en ce moment. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire. En fait, on aurait tout simplement une mise en concurrence de l'assurance santé, de la Sécu, du RSI, etc. et une mise en concurrence de l'assurance retraite. Donc l'idée, c'est que chacun puisse souscrire une assurance privée de son choix. Donc on n'a plus ce système de Sécu qui aujourd'hui ruine beaucoup de monde. Donc on aurait également une mise en concurrence de l'assurance retraite. On voit que les caisses de l'AGIC, l'ARCO sont vides. Donc on arrive sur une faillite des systèmes de retraite. Et donc là, l'idée, c'est que chacun mette en place sa propre retraite. Et donc, si on sort de ces deux systèmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aurait plus de charges sociales, patronales et salariales de prise pour les salaires. Ça voudrait dire, en fait, en contrepartie, que chaque salarié toucherait l'intégralité de son salaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous touchez 2000 €, en fait, votre société paye à peu près 2000 € de charges sociales, patronales et salariales, sachant que c'est le patron qui paye l'intégralité de votre salaire de toute manière. Donc ces charges seraient en fait versées directement à vous, et charge à vous à ce moment-là de vous assurer pour la santé et de vous assurer pour la retraite. Voilà, c'est un débat qui est ouvert. Là, je vous donne le scénario. Donc là, le gros avantage, c'est qu'en fait, si le salaire est multiplié par 2, ça veut dire que les pouvoirs d'achat des salariés augmentent considérablement. Ça veut dire aussi que ça fait une hausse mécanique des recettes fiscales. Donc l'État, en perdant la partie charges sociales, patronales et salariales, lui récupérer une partie de ce montant sous forme de recettes fiscales. Donc ce qui peut permettre aussi de stabiliser les pensions. Alors ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a un nombre considérable d'artisans, de commerçants, de professions libérales qui sortent du système de la sécurité sociale pour s'assurer à l'étranger. Donc il y a à peu près un coût qui est autour de 3000, 3500 € pour s'assurer pour la santé. Pour la retraite, vous pouvez très bien investir dans l'immobilier ou dans d'autres placements financiers. Mais il existe des associations, donc comme le MLPS, le QLSS ou l'association Liberté Sociale. Donc ces mouvements-là vont, à l'aide d'avocats, vous aider à sortir du système de sécurité sociale. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont pris ce pari de la libéralisation de la sécurité sociale. Alors le dernier scénario, c'est quand même le plus catastrophique, c'est tout simplement une faillite de l'État et une ponction de l'épargne à la Chypre. Donc en gros, l'idée de ce scénario, je dirais que c'est celui qu'on va essayer d'éviter, tout simplement parce qu'il aurait pour conséquence une baisse forte des pensions de retraite, un arrêt de l'État-providence, donc fini les subventions, la CAF, le chômage, la santé, la retraite, et dans ce scénario, on serait chacun pour soi. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que libéraliser le système de santé, le système de retraite, oui, mais si l'État fait faillite, ça veut dire aussi que derrière, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de subventions, et au niveau des retraites, ça peut poser beaucoup de problèmes. Donc là, c'est vraiment le scénario du pire qu'on va essayer d'éviter. Donc au niveau du système de retraite, on a 600 régimes de base, 6000 régimes complémentaires. On est vraiment très loin au niveau de l'équité du système qui avait été prévu juste après la guerre. Tout simplement parce qu'on a une grande disparité dans les taux de remplacement, dans les conditions de départ en retraite, etc. Donc l'objectif final, ça serait d'arriver à un seul système unique, qu'on pourrait appeler France Retraite par exemple, qui pourrait englober toutes les catégories françaises, et ça serait un système par points, proportionnel à ce qu'on verse pour la retraite. Bon, maintenant vous voyez que le doute n'est plus permis. Le système de retraite dans sa version actuelle va au tapis. On peut le regretter, crier au scandale, ça ne changera rien. Ce qu'il faut maintenant, c'est tout simple, c'est agir. Alors, comment agir exactement? C'est tout là le problème. Dans le deuxième module, ce que nous allons voir ensemble, c'est comment choisir les meilleures stratégies pour devenir rentier et ne plus dépendre de personne. Alors n'oubliez pas de poser vos questions ci-dessous, ou tout simplement de faire part de vos commentaires sur cette première partie. En tout cas,
Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.